à tous et à toutes. Et donc, je m'inscris dans la lignée des collègues précédents, et notamment au niveau du travail de l'humain. Et donc, ce que je vous propose ici, c'est en quelque sorte une réflexion par rapport à l'expérience que j'ai menée pendant la crise du Covid. Et alors, cette expérience, en fait, elle s'est menée en février 2021, c'est-à-dire pas dans le premier temps du Covid dur. Et donc j'ai eu à cœur de réfléchir à mettre en place quelque chose pour garder justement ce fameux contact et ce fameux lien à l'humain avec mes étudiants. Donc c'est un peu une réflexion par rapport à ça, les applications et perspectives qu'on peut en faire. Alors c'est pas toujours évident aussi d'avoir un cadre théorique, parce que souvent il y a pas mal d'idées reçues concernant le bien-être, la santé et la méditation pleine conscience. Et donc il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. C'est pas toujours évident de définir, et d'ailleurs il n'y a pas qu'une définition, que ce soit pour la méditation pleine conscience ou pour je veux dire le bien-être et la santé, surtout qu'on surfe sur une vague, on va dire, assez médiatique et un effet de mode qui est assez important. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on met en place au niveau, qu'est-ce que j'ai mis en place en tout cas dans l'enseignement? Alors j'ai rien inventé évidemment, je vais vous parler de mon expérience personnelle, mais c'est surtout aussi que je me suis rendu compte dans la littérature qu'il y avait une expérience qui avait été menée, enfin non pas une expérience, mais en tout cas quelque chose qui est mis en place dans le cadre d'un cursus, qui est une école de commerce et qui se trouve à Lille, donc ce sont nos voisins, je suis tournaisienne, et donc du coup, voilà, cette expérience, ce cursus a été intégré complètement depuis 2016 et il y a eu pas mal de succès. Et puis en fait, quelle perspective vous pouvez envisager pour l'enseignement supérieur? Alors voilà, assez rapidement, mais on va sur une vague, j'arrive pas à le dire, on surfe sur une vague plutôt de pas mal de littérature et d'applications multiples et variées. On voit Petit Bambou, on voit des podcasts. Il y a du grand public, il y a des publications qui sont beaucoup plus scientifiques à contenu. On voit même que la pub s'y met aussi, et donc c'est quelque chose qui fait vendre clairement. Et santé et méditation sont des partenaires idéaux. Alors évidemment, quand on dit méditation, eh bien qu'est-ce qui se passe? Méditation, on a pas mal d'idées. Et d'ailleurs, la première chose qui nous vient en tête, c'est que on va faire le vide. Alors rassurez-vous, faire le vide c'est impossible, on n'arrête pas de penser. D'ailleurs, si je vous dis de ne pas penser à un éléphant tuturose, vous allez tous focaliser là-dessus. Donc clairement, c'est pas évident. Alors on va faire le vide, on va l'éviter, on va gérer des émotions, calmer le mental, se couper du monde. Et oui, on a toujours un espèce d'égo trip quand on parle de se couper de méditation, on dit bah oui, on se ressent sur soi, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, etc. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Se concentrer effectivement, être zen, être connecté à soi-même, et j'en passe. Alors évidemment, il y a un peu de tout. Alors, il y a des choses qui sont un peu vraies dans la mesure où ce sont des conséquences de la pratique de la méditation, mais ce n'est pas l'objectif en tant que tel. Je vous ai mis aussi un petit logo qui illustre en fait que ce sont qu'il y a des armes de distraction massive. Et donc effectivement, derrière nos écrans avec nos étudiants, c'était pas évident. Même nous, en tant que, on va dire, adultes, eh bien, on est tenté d'aller farfouiller dans son portable, d'aller regarder en même temps surfer sur Facebook, etc. Si vous êtes dans un auditoire, vous avez tous capté que nos étudiants, avec leur écran, ils ouvrent Zalando, ils ouvrent plein de trucs. Et puis donc l'attention est complètement fragmentée, maintenant morcelée. Et donc on voit bien qu'au niveau des apprentissages, c'est compliqué, parce qu'effectivement, l'apprentissage devient superficiel, parce que l'attention, notre cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Je crois que les étudiants en pensent, c'est pas évident. Donc voilà, assez rapidement, mais qu'est-ce que c'est la méditation? Parce qu'on en parle, je me suis arrêtée sur une définition, mais voilà, il y en a plein d'autres. En tout cas, celle de Kabat-Zinn, qui est un peu le fondateur de cette pratique de pleine conscience, c'est de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger sur l'expérience qui se déploie instant après instant. C'est un peu la base, et c'est surtout que cette expérience, elle est vécue à travers des stimuli, qu'ils soient internes ou externes. C'est surtout une expérience non verbale complexe, et ça, c'est pour ça que c'est aussi si difficile à définir cette pratique. Qu'est-ce que c'est au final? Parce qu'on entend beaucoup de choses. C'est vrai que c'est inspiré de pratiques méditatives qui sont issues de traditions bouddhistes, et il faut faire le lien parce que les racines c'est vraiment important, mais c'est surtout laïcisé et codifié, et c'est avant toute chose une forme d'entraînement de l'attention à la concentration, généralement sur un objet, mais ça c'est le niveau, on va dire, de base, la respiration, mais il n'y a pas que cette façon de procéder. J'ai repris juste une petite phrase de Christophe André
qui nous dit qu'en fait, la pleine conscience, c'est une réponse au stress de l'existence et ou de la maladie chronique. Et donc, bon sang, Dieu sait si c'était vraiment une période de notre existence qui était stressante que la Covid pour tout un chacun. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi d'utiliser cet outil-là d'une certaine façon. Alors, la santé, c'est aussi la même chose. Hein. On est sur des définitions qui sont aussi polysémiques, mais en tout cas, ça ne se résume pas juste à l'absence de maladie, d'infirmité, c'est aussi un état complet de bien-être physique, mental et social. Il faut bien retenir ces trois dimensions-là parce qu'on va les utiliser au niveau de la pleine conscience. J'avais surtout envie de revenir sur une définition qui m'en parle beaucoup et qui est issue de BKS Iyengar, qui est un maître à penser au niveau du yoga, qui dit que la santé est un état d'harmonie complète du corps, du mental et de l'esprit. Ça me séduisait beaucoup. Alors on voit que ça n'impacte pas que la maladie n'impacte pas que le physique, mais également le mental, et donc ces deux composantes. J'aurais pas le temps, mais voilà, sachez simplement que cette définition du bien-être, elle va combiner plusieurs aspects, autant physiques, mentaux que matériels, et déjà d'autres l'ont souligné dans les présentations précédentes, et c'est aussi une notion qui est aussi bien individuelle que collective, et qui est aussi, on peut objectiver, et qui est aussi très subjective. Donc c'est pas si évident que de définir ces notions-là. Mais comme ça pose un peu le cadre théorique de ce que je vais dire après. Alors, qui a mis en place a fondé cette pleine conscience, c'est le professeur Kabat-Zinn, qui était docteur en biologie moléculaire et qui donc a créé en 1979 la clinique de réduction du stress, et qui est en fait dans un contexte particulier qui est la médecine comportementale. Il a mis en place un programme qu'on appelle le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui est un programme qu'il a mis en place pour ses patients pour réduire les effets néfastes du stress. Alors évidemment, ça a donné naissance à plein de programmes différents. Alors, on voit ici qu'à partir du MBSR, on a déployé notamment les thérapies cognitives, le VCT avec Tisdale, Segal et Williams, le MBRT qui est issu d'un travail d'un psychologue clinicien qui est Alain Marat, qui travaille de façon spécifique sur les addictions. Et il y en a plein d'autres pour les populations spécifiques, les personnes âgées, pour les personnes avec des pathologies particulières telles que le cancer, etc., etc., la naissance, la parentalité, tout ce que vous voulez. Et c'est aussi un peu un effet de mode. Quoi qu'il en soit, il y a une base fondamentale à cette pratique, c'est qu'on considère qu'il y a plus de choses qui vont que de choses qui ne vont pas, ce qui n'est pas toujours évident. On a tendance à vouloir axer sur ce qui ne va pas. Eh bien, là, c'est tout à fait une autre façon de faire. Et c'est surtout que l'être humain a une capacité extraordinaire de pouvoir s'autoréguler et qui a une grande capacité de résilience. Voilà. Il y a des effets qui ont été, étudiés, notamment le travail, l'impact au niveau du stress, au niveau de la santé, au niveau de la détresse psychologique, et surtout lié au final pour nos étudiants à l'évaluation, parce que derrière cet écran, on avait des étudiants qui ne suivaient pas toujours, et surtout la question finale, c'est in fine, c'est comment je vais être évalué à travers cet outil, et donc il y avait quand même ce stress qui était là assez important, et alors la prévention et le bien-être, et donc moi je me trouvais plutôt à ce niveau-là, au niveau de la prévention et du bien-être. Rapidement, la mindfulness, on voit qu'il y a des effets sur la santé physique, qu'il y a des effets sur la santé mentale, et moi je me suis axée plutôt sur l'aspect, on va dire, du bien-être subjectif et psychologique, et également aussi au niveau de la santé sociale, au niveau de l'empathie, de la compassion et des comportements prosociaux, ce qui n'était pas non plus évident dans cette période de pandémie. Donc là, comme je vous ai dit, c'est une expérience complexe, et donc je vous propose ici, juste pendant un petit instant, de faire cette expérience de méditation. Et donc je vous invite peut-être, si vous souhaitez jouer le jeu, de vous laisser guider pendant un petit temps. Je suis la gardienne du temps. Et donc, je vous invite tous et toutes, en fait, au final, à vous installer et à poser vos pieds bien placés sur le sol, et de découvrir le dos de votre siège, et de vous installer de façon la plus droite possible, et de juste vous laisser observer cette respiration qui va, qui vient en ce moment, sans rien à faire. Juste observer le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et voir ce que ça provoque. Voir ce que ça fait quand on est sur pause, au milieu d'une journée agitée comme celle-ci. Et de voir que la radio des pensées fonctionne à plein tube.
observer ce qui est là en ce moment. Présent. Est-ce que c'est perçu par le rythme? Peut-être un bruit dans vos oreilles, des portes qui s'ouvrent, de la maison. Et revenir simplement à la respiration, chaque fois que vous respirez sans mal. Si vous avez fermé les ouvrir et prendre contact avec votre environnement. Donc en fait, il y a des choses qui sont passées ou pas, et ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que si vous avez constaté des choses, c'est que je vous invite à les noter quelque part dans votre esprit, tout simplement. Et en fait, ça fait généralement l'objet d'un partage. Hein. On parlait des émotions tout à l'heure, ça a permis de pouvoir échanger sur des ressentis, des vécus qui étaient parfois compliqués derrière les écrans. Donc voilà, j'ai rien inventé, il y a des interventions multiples et variées en milieu scolaire. Voici ces interventions, hein, que ce soit le programme CARE, Peace, AUT d'Elinslen, Mindful Up, Learning to Breathe, et il y a aussi Émergence Antalgique. Donc tout ça, on peut le retrouver largement sur... en googlant rapidement. Les effets étudiés, il y en a, hein, sur le bien-être subjectif, le climat de classe, sur la détresse psychologique, sur la motivation scolaire et les apprentissages, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Il y a pas mal de bénéfices, que ce soit et pour les élèves en classe et pour l'enseignant, mais pas que. Il y a aussi pour le climat scolaire, et même pour, on fait du 80, c'est comme Head & Shoulders, on a aussi la famille, hein, qui peut bénéficier de ce bienfait, si on peut dire. Voilà, ce petit tableau, il est là, on pourrait en parler en long en large, mais on n'a pas le temps. Mais en tout cas, voilà ce que ça peut faire. Alors moi, je l'ai mis en place dans un cadre de mon cours qui est en fait le cadre de vie, un cours de vie culturelle. Moi, je travaille beaucoup sur l'aspect de l'identité professionnelle, du soi, de qui on est, etc., de la culture. Et donc, je trouvais que cet aspect un peu introspectif se mariait super bien avec mon cours, donc je me suis lancée. Ça concerne 16 classes en fait d'éducateurs spécialisés sur 2 implantations avancées à tourner. Et alors, c'était surtout un moment charnière, comme je vous l'ai dit, c'est le retour des étudiants en distanciel. C'était déjà en novembre, mais en fait, ils ont passé des examens en distanciel et puis ils avaient l'aspiration de revenir en classe. Et clac, au Q2, on dit on ne rentre pas. Et là, j'ai senti une espèce de lâcher-prise énorme et voilà, c'était plus possible de recoller ça. Et c'était surtout un sentiment de lassitude, de décrochage intense que j'ai senti, une rupture avec l'institution scolaire, même une rupture avec les institutions en général de la société, une perte de confiance en soi, une démotivation tellement intense que j'avais l'image d'un escalier où tous les étudiants lâchaient la rampe et dégringolaient. Et donc je me suis dit, je ne peux pas faire sans faire quelque chose, et donc on va plutôt travailler sur du savoir-être et lâcher un peu, moi aussi en tant qu'enseignant, lâcher prise sur en fait, oui, les évaluations, oui, le contenu, mais il y a aussi autre chose. Voilà, c'était surtout un aspect facultatif de la pratique. Ça demande un engagement, la méditation, je ne pouvais pas l'imposer. Donc j'ai pris le parti de, après, si on commence à 13h30, j'invitais les étudiants qui étaient motivés à se connecter à 13h30 et les autres à venir nous rejoindre à 13h45. Et puis certains pouvaient arriver comme ça, un peu par grade, je vais dire, pour voir un petit peu s'ils étaient curieux. Chacun avait donc le loisir de se connecter. Les caméras étaient coupées parce que c'est aussi le regard des pairs, hein, c'est pas évident non plus. Après, les caméras coupées, je vais vous dire que moi j'ai vécu pendant 18 mois dans le noir parce qu'ils n'étaient pas connectés, enfin, c'était coupé. Il y avait des macarons et des avatars, donc c'était facile, mais voilà. Mais en tout cas, ça permettait plus d'intimité. Moi-même, j'ai fermé mon écran. Chaque pratique était ensuite suivie d'un partage, qui était aussi un partage facultatif. Et qui permettait aussi, le cas échéant, de valider et de confronter des expériences vécues. Et de voir que, oui, je ne suis pas tout seul. Et donc, dans l'expérience de la méditation pleine conscience, c'est aussi un élément fondamental, c'est l'humanité commune qui se dégage de cette pratique. Il y a aussi, surtout parce que ça c'est important, la possibilité de revenir vers moi hors du cadre du cours en cas de difficulté, parce qu'il y a des émotions qui émergent, c'est indéniable, surtout pendant ce moment-là. Et donc, il fallait que moi aussi, je puisse leur permettre de pouvoir déposer ça, et peut-être pas comme ça dans un grand groupe, mais peut-être de pouvoir orienter et pouvoir discuter. Parfois, c'est
ça pouvait juste faire du bien de pouvoir avoir une oreille attentive. En tout cas, quand qu'ils adviennent, moi, je vous ai dit, c'est une expérience, donc je n'ai pas évalué cette pratique. Et sachez qu'il y a des outils qui évaluent les IBPC, c'est-à-dire les interventions basées sur la pleine conscience. Comme je l'ai fait, je me suis un peu lancée en freestyle, je n'ai pas pensé à ça. Donc évidemment, au niveau de la méthodologie, ça tombe un peu à plat. Mais moi, j'étais surprise d'entendre que les étudiants qui ne me voyaient pas quand je faisais des pratiques, là j'ai sorti des petites cymbales, c'est des tinchas, mais j'avais des bols. Et donc moi, j'utilisais l'un et l'autre différemment. Et puis il y a des étudiants, quand je suis revenue, j'ai continué cette pratique en classe, parce que les étudiants m'ont dit et vous avez pu faire la méditation? Bah, ok, on va en faire. Et puis je faisais des petites cymbales, et puis mais vous n'aviez pas utilisé ça l'année passée pourtant. Je me dis, ah en fait, il y avait quand même une intention, il y avait quand même quelque chose. Quand je suis allée les voir en stage, certains me disaient ah mais c'était sympa, on n'avait pas le même rapport. Et donc ça c'est intéressant aussi. Donc voilà, c'est évidemment à explorer tout ça. Je vous ai dit un exemple qui existe, c'est une école de management. Et donc en 2016, une prof elle a fait la même expérience que moi, sauf que ça n'a pas toujours bien fonctionné parce que c'était aussi, elle a essayé pendant 15 minutes. Et bon, c'était un peu mitigé, et c'est ce que j'ai aussi remarqué. Mais elle a créé un cours qui s'appelle Mindfulness and Management. Et elle a conçu en fait ce cours, qui est maintenant un cours facultatif, comme une mini-retraite qui est organisée sur 4 matinées, ça fait 16 heures de cours, et dont au moins 8 heures de pratiques contemplatives qui sont directement inspirées du fameux programme MBSR. Et donc, ça demande un entraînement régulier, on ne peut pas l'imposer, c'est au choix. Et en fait, depuis que c'est devenu facultatif, eh bien, c'est le regard vraiment des étudiants a changé. Et en fait, c'est quelque chose qui cartonne. Ou alors après, je ne suis pas, c'est l'air du temps, et puis ça va peut-être retomber comme un soufflet. Mais voilà, l'objectif, en fait, c'est de s'affirmer comme un lieu de formation. Ben, c'est quand même le lieu, pour nous en tant qu'institution, c'est ça, pour des acteurs du changement à l'écoute et au service de la société. Et la méditation, c'est un moyen de prendre du recul par rapport à la marche accélérée du monde, de se reconnecter à son environnement. Je rajouterai et aussi à soi et aux autres, et aux signaux qui nous adressent. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai menée. Les perspectives, eh bien, j'ai proposé un projet un peu sous cette forme-là de mini-retraite. Donc l'oreille de direction est attentive et j'espère qu'ils vont me suivre dans cette expérience. En tout cas, moi, j'ai vraiment très envie. Et donc voilà, je vous remercie pour vos vagabondages mentaux qui